Le film Là-haut est sorti en 2009. Oui, Carl, le personnage principal, a perdu Ellie, la femme de sa vie. C'est magnifiquement triste. Enfin non, c'est juste triste. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ce qui se passe après. La vie continue. Carl rencontre Charles Muntz, le célèbre aviateur connu dans le monde entier, et qui se révèle être son héros d'enfance. Depuis tout petit, il a allumé la flamme de l'exploration et de l'aviation en lui. Et alors qu'il commence à faire connaissance avec son héros d'enfance tant attendu, il se rend compte qu'en fait, c'est une ordure. C'est fou. Je rencontre le héros de mon enfance et il veut nous zigouiller. On dirait une mauvaise blague. Moi je connais une blague. Donc évidemment, Carl il va ressentir de la déception, de la douleur, de la tristesse. Et comme c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de tous les jours, je vous propose qu'on analyse cette scène ensemble. J'ai réuni un petit boubi-boulga de concepts philosophiques et psychologiques en espérant être le plus simple possible. Le but c'est qu'on arrive à comprendre les mécanismes qui sont derrière et comment on peut appliquer ça dans la vraie vie. Chère girafe, partons à la découverte de ce qui se passe quand on rencontre notre héros et qu'en fait, c'est un méchant. Voici Carl. Carl est un petit garçon timide qui ne parle pas beaucoup, voire pas du tout. Il est passionné d'aviation depuis tout petit. Et coup de bol, sa petite chérie Ellie aussi. Ils vont grandir ensemble, ils vont tomber follement amoureux, on dirait une partie de loup-garou un peu. Ils vont essayer d'avoir des babies, mais ça va pas fonctionner. Mais ce n'est pas si grave, parce qu'ensemble ils partagent un rêve en commun. Partir voir les chutes du paradis. Bon, évidemment, on ne peut pas y aller en Uber, il va falloir économiser un petit peu. Mais finalement, les années passent et les dépenses s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, ils finissent par oublier leur rêve. Ellie décède d'une maladie et Carl est complètement brisé. Il ne croit plus en rien, il n'a plus que sa maison qui reste toute sa vie. Suite à une série d'événements tragiques, il prend la belle décision de s'envoler et de transformer sa maison en montgolfière géante. Tout au long de son périple, Carl se fait de nouveaux compagnons. Un chien qui parle, un jeune petit scout qui vend du et un poulet arc-en-ciel. Non. Mais c'est un chat qui parle! On nous fait une farce, c'est un gadget, viens. Mais en fait, v'là-t-il pas que ce chien qui parle appartient au très célèbre aviateur, le fameux Charles Muntz qui est porté disparu depuis des années et qui était tenu en plus haute estime par notre ami Carl. Ils partagent un dîner ensemble, Carl a des étoiles dans les yeux parce que quand même l'aviateur a des choses à raconter. Mais petit à petit, le méchant Charles commence à avouer à Carl qu'il recherche un poulet arc-en-ciel et qu'il a simplement envie de le chasser pour ajouter un trophée à sa collection. Quelle horreur! Terrifié, Carl et ses amis essayent de partir, mais Charles envoie les chiens à leur recherche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps de Carl à ce moment précis. Oui, désolé, je sais, j'ai coupé en plein milieu du suspense, c'est ma spécialité. Analysons tout ça. Déjà, nous allons partir des faits. Carl vit une pleine désillusion. Il est déçu, il avait des attentes, et puis elles sont en train de s'écrouler, son monde s'écroule devant ses yeux. D'après les travaux du psychologue Léon Festinger, il se retrouve dans un état de dissonance cognitive. Dissonance cognitive parce que ce qui pensait être vrai, ce qu'il a développé dans sa vie... Non, c'est pas ça. Ce qui lui a demandé des efforts pour apprendre et pour intégrer des connaissances est faux. Et ça, c'est douloureux. Toujours d'après Festinger, cela peut créer une douleur émotionnelle, un sentiment de perte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dissonance cognitive est égale à bobo. Et voilà. Mais nous pouvons également coupler ces informations avec les travaux du psychiatre John Bowlby. Pareil, c'est un peu la même génération, 1950, 60, etc. Mais là, le sujet est plutôt centré sur l'attachement d'une personne à son modèle. L'explorateur était un modèle pour Carl. Carl admirait l'explorateur. Donc à partir de là, Carl a commencé à modifier ses actions pour se rapprocher un maximum de son modèle. Il s'est développé pour essayer de lui ressembler. Comme si le modèle avait planté une petite graine en lui et qui s'était construit autour. Mais alors, si le modèle se retrouve à être une mauvaise personne, la graine qui est en lui va éclater. Il s'est construit autour de cette graine. Donc tout ce qu'il a construit sera remis en question, sera ébranlé, sera fragilisé. Donc là pareil, sentiment de perte, d'insécurité, etc. Et le contexte de ces théories est également révélateur. Là, c'est apparu en 1950. Et d'ici à ce que ça passe dans la population et dans l'éducation populaire, il peut se passer du temps. Ça veut dire qu'il y a fort à parier que nos grands-parents, voire nos parents, n'aient jamais entendu parler de tout ça. Enfin, tout ça pour dire que vous connaissez sans doute des personnes qui ont subi cette désillusion et qui en ont beaucoup souffert sans savoir vraiment ce qui se passait en eux. Et d'un autre côté, avoir un ou plusieurs modèles est également un mécanisme de survie fantastique. On a nos parents qui sont des modèles, peut-être jusqu'à un certain point, une sportive, un chanteur. Toutes les personnes qu'on admire vont influencer sur nos actions pour essayer de devenir une personne qui nous satisfera beaucoup mieux que celle qu'on est maintenant. Et là, nous avons un autre mot-clé super sympa qui apparaît, qui est l'idéal moral. Il s'agit de la personne parfaite qu'on se représente et qu'on essaye de devenir, qui est construite à partir de tous nos modèles. Et ce concept nous vient tout droit de monsieur Immanuel Kant en personne. Et parfois, le fait de rencontrer ce héros et de se confronter au risque qu'il ne soit pas parfait, ça peut permettre de le transformer en mentor, une personne qui va nous aider
à devenir celle qu'on aspire à devenir. Le fait d'avoir une relation avec cette personne va renforcer notre engagement et nous conforter dans nos objectifs. Et alors, d'un côté, rencontrer son héros peut avoir des bonnes conséquences aussi. C'est quand même plus simple de s'identifier à une personne qu'à une cause. Une cause, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qu'on peut sentir. Mais une personne, ça dépend. La solution paraît évidente. Il suffirait de baisser nos attentes, d'accepter que nos modèles puissent être des êtres humains. Et ça arrive à tout le monde dans la vraie vie, tous les jours. Même Gandhi lui-même a avoué avoir des pensées agressives quand il était plus jeune. Nelson Mandela a encouragé la prise des armes pour organiser un sabotage. Mère Teresa a passé sa vie à soigner des lépreux, mais ses manières de soigner étaient critiquées par certaines personnes qu'il jugeait maltraitantes. Et même plus d'actualité, malheureusement, nous avons l'abbé Pierre, qui est le fondateur des Emmaüs, mais qui est aussi accusé d'être un criminel. Et chez d'autres personnes, les héros et les héroïnes peuvent prendre d'autres formes, par exemple des causes comme l'écologie ou l'égalité, ou bien carrément des divinités qui n'ont aucun défaut, qui sont parfaites vu que ce ne sont pas des humains. 3 concepts clés pour comprendre ce problème. La dissonance cognitive de Festinger, la théorie de l'attachement par le psychiatre Bowlby et l'idéal moral par Emmanuel Kant. La dissonance cognitive et la désillusion génèrent de la douleur qui ressemble à la douleur physique. Et la poursuite d'un idéal moral nous permet de motiver nos objectifs. En même temps, c'est pas si simple. Imaginez que vous êtes le héros de quelqu'un, on est tous le héros de quelqu'un. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui nous admire pour quelque chose qu'on fait bien. Et malheureusement, on va tous être à l'origine d'une désillusion un jour ou un autre. Et c'est pas évident quand on sait qu'on est admiré par quelqu'un pour quelque chose qu'on fait bien. Parce qu'on peut avoir envie d'entretenir l'idéal moral chez cette personne, vu que c'est cette énergie qui le pousse à devenir plus heureuse. Imaginez qu'une personne vient vous voir avec des étoiles plein les yeux pour vous dire vous êtes brillant, vous êtes super intelligent, vous arrivez à résoudre les problèmes si facilement, j'aimerais tant être comme vous. Est-ce que vous allez casser son délire en lui disant hey, mollo, moi j'utilise une calculatrice ou je triche? Pour moi, c'est pas si simple. Mais ça m'intéresserait de savoir comment vous réagiriez. Mais la conclusion de ce problème, c'est qu'il faut garder que les modèles humains sont des humains. Et donc ils ont des défauts. Et que l'idéal moral en lui-même, une cause, une divinité, doit être plus fort que la personne en elle-même. Merci, et bonne route les amis. Les héros d'enfance, ils se rendent compte que, en fait, c'est un enfant. Non, ça va pas passer ça. Couverte de ce qui se passe, file dans la... C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long. Dis donc toi, t'as pas l'impression de gêner, non? Ouais, je sais, désolé, j'ai coupé en plein milieu du suspense, mais... vous savez... La conclusion de tout ça, c'est que... je ne sais pas ce que c'est.